C'est 1943. 50 Mitsubishi Zero rasent les flots du Pacifique. Depuis 2 ans, ils règnent sur ces cieux, sûrs que les chasseurs américains plongeront pour s'échapper. Sauf que cette fois, les silhouettes bleues ne fuient pas. Ils montent. D'abord, des traçantes jaillissent des Zéros. Des obus de 20 mm frappent les Vigilantes et les fuselages américains. Mais ils rencontrent du blindage et des réservoirs auto-obturants qui refusent de céder. Les nouveaux venus basculent et tirent sur le manche. Ils jaillissent vers le ciel, portés par 2000 chevaux. Ce qui devrait être impossible arrive. Des chasseurs embarqués lourds grimpent mieux que les prédateurs légers du Pacifique. Puis les Américains ripostent. 6 mitrailleuses Browning de calibre 50 par avion. De longues rafales qui ondulent et déchirent les formations de Zéro comme du papier. Puis, le Grumman F-6F Hellcat a rejoint le combat. L'équilibre est sur le point de basculer. Retour sur le cauchemar qui l'a rendu nécessaire. En 1941, les Brewster Buffalo et les premiers Wildcats de la marine américaine affrontent un ennemi que personne ne comprend encore. Pearl Harbor brûle en moins de 2 heures. Puis viennent les Philippines. Et l'ASISM Zero, à long rayon d'action, agile et mortel, semble inarrêtable. Il n'était pas seulement plus rapide. Il humiliait ses adversaires. Il tend des embuscades au P-40 et au B-17, avant que beaucoup de pilotes américains ne voient même l'attaque. Comme l'a admis plus tard un officier japonais, leur chasseur Zéro étaient les pistons qui ont propulsé les premières victoires. Pourtant, avant même la guerre, la marine esquissait une autre réponse. Un chasseur embarqué au rayon d'action océanique. Un armement de marteau-pilon. Une vitesse bien au-delà de 300 miles à l'heure. Chancebout a choisi le moteur le plus puissant disponible, le Pratt & Whitney R2800 Double Wasp, et en a fait le F-4U Corsair, le premier chasseur américain monomoteur à dépasser 400 miles à l'heure. Mais le Corsair avait un défaut cruel. Il n'arrivait pas à apponter de manière régulière sur un porte-avions. Le long nez cachait le pont. Le train rebondissait. L'aile décrochait de façon imprévisible. Alors, pendant que le Corsair terrorisait depuis des pistes insulaires, il manquait encore une vraie solution pour porte-avions. En attendant, le F-4F Wildcat, surclassé en armement, devait tenir la ligne. Capitaine de corvette John Thatch, penché sur des tables de cuisine avec des allumettes, a mis au point une méthode pour que des avions plus lents et plus robustes battent des zéros vifs. À Midway, sa Tash Weave a fait ses débuts. 2 Wildcats se croisaient et se recroisaient pour que le poursuivant soit toujours face au canon d'un ailier. Les as japonais ont été stupéfaits de voir l'appât se changer soudain en piège. La tactique a fait gagner du temps. Des mois précieux pour que les ingénieurs livrent le chasseur dont la flotte avait besoin. Grumman a écouté les hommes qui allaient le piloter et le réparer. Ils ont rehaussé le cockpit pour une meilleure visibilité. Ils ont construit un train d'atterrissage aussi solide qu'un sous-marin. Pour encaisser des appontages brutaux, ils ont blindé les systèmes vitaux et ils ont rendu l'avion facile à réparer en mer. Puis ils ont boulonné le même R2800 que sur le Corsair. Le F-6F Hellcat était plus robuste que le Zéro et plus facile à piloter que le Corsair. Ses ailes repliables en faisaient un avion idéal pour le hangar. Grumman se vantait d'avoir conçu un avion que des garçons de ferme, avec 200 heures de vol, pouvaient piloter, et la marine entendait le prouver. Le 1er septembre 1943, depuis le pont de l'USS Independence, de nouveaux Hellcats se sont lancés dans leur première chasse et ont rattrapé un hydravion Kawanishi H-8K Emily. Une victoire nette. Les 2 pilotes sont rentrés. Quelques semaines plus tard, au-dessus de Tarawa, des aviateurs américains novices ont affronté des pilotes de Zéro vétérans. Et les données avaient en changé. Les mitrailleuses de calibre fusil et les canons des Zéros peinaient contre le blindage du Hellcat, tandis que les mitrailleuses de calibre 50 du Hellcat
déchiquetait les formations japonaises. 30 zéros sont tombés, pour la perte d'un seul F-6F. Le Hellcat s'est vite mis à voler sous d'autres drapeaux. Plus de 1000 ont rejoint la Fleet Air Arm britannique, qui les a emmenés dans les fjords de Norvège et en Méditerranée. Les pilotes rentraient avec des machines criblées par la défense antiaérienne et par les tirs de canon. Et elles volaient encore. Un aviateur a plaisanté qu'il y avait plus de trous dans l'avion que d'avions autour des trous. Et pourtant, le gros chat continuait de ronronner. Mais la guerre a appris à se battre la nuit. Le Japon a commencé des raids de torpilleurs après la tombée de la nuit, espérant échapper aux patrouilles aériennes de combat. La réponse américaine a été une petite équipe chasseurs-tueurs. 2 Hellcat avec un TBF Avenger équipé d'un radar entre eux. Le 26 novembre 1943, le lieutenant-commandant Edward Butch OR a mené la première mission. Dans l'eau noire, sous la lueur des étoiles, la confusion éclata. Les tirs partirent à bout portant. Les lumières d'OR disparurent. Son ailier le vit virer et plonger dans l'obscurité. Le premier as de la marine américaine n'était plus. La guerre de nuit avait fait payer son tribut. Le Japon riposta avec un acier neuf. Le Kawanishi NK Shiden, né d'un projet d'hydravion, arriva avec des volets de combat automatiques et une construction robuste. Aux mains de l'élite du 343e Kokutai, dirigé par Minoru Janda, il pouvait ferrailler à armes égales avec un Hellcat. Pourtant, l'éclat ne guérissait pas la pénurie. Des moteurs peu fiables, des usines bombardées, des lignes d'approvisionnement maigres. Trop peu de Shiden atteignaient le front, et trop tard. En haute altitude, contre des B-29, il peinait à grimper à temps. À l'été 1944, la revanche arriva au-dessus de la mer des Philippines. Plus de 20 porte-avions lancèrent plus de 1000 appareils dans la bataille que les Américains appelleraient la grande chasse aux dindons des Mariannes. Au milieu de cette tempête, le Hellcat du lieutenant Alexander Vrasiu avait un compresseur récalcitrant. Mais il continua. Il descendit bas. En 8 minutes, il abattit 6 bombardiers sans piquer. C'était le symbole et l'issue. Un chasseur robuste, piloté d'une main sûre, qui transformait la puissance industrielle en supériorité aérienne. À la fin de la guerre, plus de 12 000 Hellcat étaient sortis des chaînes, revendiquant des milliers d'appareils ennemis pour des pertes relativement modestes. Le monstre n'était pas le plus rapide de la guerre, mais c'était le chasseur embarqué qui brisa la mainmise du Japon sur le ciel du Pacifique.